Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut à tous, je suis ravi d'entamer cette saison 3 en fait de La Martingale. Alors les saisons, vous me direz, ça change pas grand-chose pour tout le monde, mais il se trouve que pour des tas de logiques, on avec notamment des partenaires, on a un nouveau partenaire aussi sur cette saison que je remercie, Atlante Voisin, et puis on a on réfléchit aussi à des nouvelles approches, notamment l'idée de La Martingale, pour ceux qui l'ont pas écouté beaucoup en amont de cet épisode, est de découvrir un peu les finances personnelles, parce qu'on n'a pas forcément appris à gérer son argent soi-même ou à comprendre comment tout ça fonctionnait. Et donc j'ai un peu cette démarche. Et évidemment, au fur et à mesure, il y a des choses qu'on a appris tous ensemble. Donc si vous n'avez pas écouté les premiers, je vous invite vivement à écouter certains que vous choisirez parmi les premiers épisodes. Et puis au fur et à mesure, on se spécialise. Mais il y a des choses sur lesquelles moi je voudrais quand même comprendre et approfondir. Alors aujourd'hui, on va parler du marché de l'art. J'aimerais approfondir aussi comment investir, parce que ça se fait dans beaucoup de monde, dans le cannabis. Donc je cherche des intervenants, par exemple, pour aller réfléchir à... alors je parle du cannabis légal, hein, évidemment, pas faire du business au coin de la rue, mais il y a des tas d'actions. Je vois que je peux acheter sur certaines plateformes de trading des actions, je sais pas, Aurora Cannabis aux États-Unis. Il y a des choses au Canada qui cartonnent aussi. Donc voilà, mon idée est de découvrir un peu tout ça, de continuer et puis de se dire comment chacun, avec son jugement personnel, en utilisant ce qu'il aura appris sur La Martingale, pourra choisir ou non d'investir sur certaines choses. Aujourd'hui, pour parler de l'art, j'ai l'immense plaisir de recevoir Arnaud Dubois, qui est le fondateur de cette société presque éponyme, Arnaud Dubois Associates, qui est une société de conseil spécialisée dans la gestion de patrimoine artistique et le placement en œuvres d'art. Alors, déjà, salut Arnaud. Hello. Je suis ravi de te recevoir ici. Il y a un truc... Quand on a échangé il y a 2 jours, qui m'a fait dire ok, c'est lui qu'il faut que je reçoive sur cet épisode. Je pense que tu sais ce que je vais dire, mais c'est cette fameuse phrase qui, quand tu dis à quelqu'un dans quoi il faut que j'investisse quand je veux investir dans l'art, et que cette réponse de certains galeristes, de beaucoup d'experts, etc., est fais-toi plaisir, si ça te plaît, c'est un bon investissement. Et ça m'agace d'entendre ce truc, parce que tu te dis, mais en fait, j'ai quand même un peu l'impression d'être pris pour un con, parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et du coup, quand tu m'as redit ça, je me suis dit, là, on tient quelqu'un, parce que, en fait, évidemment, et après cette longue intro, je te laisse m'expliquer qui tu es et réagir à ce que je viens de dire, mais je sens ce truc qui est de dire, c'est très vulgaire dans l'art, de parler de l'art comme un investissement. Parce que l'art, c'est bien au-delà de ça. Évidemment, je le conçois. C'est-à-dire qu'on parle d'émotion, quand tu regardes un film au cinéma, quand tu écoutes certaines musiques, etc. Y mettre de l'argent et de la valorisation, je comprends cette posture. Maintenant, il y a quand même un moment où quand tu achètes une œuvre à 2 millions, à 2000, à 400, peu importe la valeur que tu y mets en face et ton patrimoine à toi, tu te dis, est-ce que je suis pas juste en train de me faire totalement papaouter, quoi. Donc Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. D'abord, le gimmick des galeristes, des sociétés de vente aux enchères, des marchands, et c'est clairement leur boulot, et on verra que leur activité est fondamentalement différente de la mienne, elle est de vendre des tableaux. Et leur marge est calculée sur le prix d'acquisition et sur le prix de vente. Donc, moins ils achètent cher, plus ils vont vous revendre cher, et donc leurs intérêts, dans une certaine mesure, sont décorrélés des intérêts du client, lorsque le client a des intérêts qui sont économique. Et on verra tout à l'heure que les intérêts du client sont multiples. On achète des œuvres d'art pour 3 raisons principales: pour des questions sociales, pour des questions affectives, intellectuelles,
rapport contemplatif à l'œuvre d'art, des raisons artistiques, on pourrait résumer ça comme ça, et pour des questions financières. Si tu viens me voir pour des considérations, si tu viens voir un galeriste pour des considérations financières, il est évident qu'il va te dire que le meilleur placement que tu réaliseras, c'est d'acheter une œuvre qui te plaît. Le plus important, il est de cibler les objectifs du client. Un client qui est investisseur n'achètera pas une œuvre de la même façon qu'un client qui achète des œuvres uniquement pour se faire plaisir. Après, je crois que le collectionneur, et le collectionneur d'art contemporain en particulier, est un collectionneur relativement spéculatif. Et pas que pour des considérations qui sont financières, également pour des considérations qui sont esthétiques. Je raconte une petite histoire. Un jour, je me retrouve dans un dîner à New York, chez un immense collectionneur américain, et en fait il invente ses copains milliardaires autour de la table, et ils sont tous en train de parler du nouveau record de Basquiat qui avait fait quasiment 110 millions de dollars chez Sotheby's en vente quelques semaines plus tôt, et ils sont tous en train d'expliquer qu'ils vont acheter des Basquiat à 10 millions, à 15 millions, à 50 millions, etc., etc. Et en fait, il y en a un qui pose la question, mais et chez toi, c'est marrant parce que je vois pas de Basquiat. Et le type lui répond, en fait, c'est à moi que tu l'as acheté à 50 millions. Et effectivement, il y avait cette idée d'avoir spéculé, d'avoir vu le tableau avant tout le monde. Voilà. Oui, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a sans la considération financière. Oui, ça, mais il y a aussi un côté presque ego trip, quoi. C'est-à-dire, j'ai trouvé tel artiste, j'ai senti ce truc. Mais la question, alors du coup, c'est, on y viendra, c'est fondamental. Mais comment tu sens l'artiste et au-delà du kiff uniquement, quoi. Alors, d'abord, juste avant de répondre à ta question, non, je pense que c'est important de dire également que on peut conjuguer placement et passion. Ça, c'est fondamental. C'est un marché de passion sur lesquels on peut gagner de l'argent. D'ailleurs, gagner de l'argent, c'est le travail d'un galeriste. Souvent, j'entends des gens me dire, mais on peut pas gagner de l'argent dans ce marché, c'est spéculatif, etc. Les galeristes y arrivent. Les sociétés de vente aux enchères y arrivent. Les marchands, les galeristes y arrivent. Donc, ces gens-là, leur boulot, il est clairement d'acheter des œuvres, de les revendre. Si eux y arrivent, pourquoi est-ce que nous, en tant que particuliers, on n'y arriverait pas? Parce que l'objectif du client, il est pas avoué purement financier. Il est rarement avoué d'avoir un objectif qui est purement financier. Donc on se retrouve avec quelqu'un qui vient, et ça c'est l'erreur, et ce que tu as évoqué tout à l'heure, ça serait d'avoir un client qui vient de voir pour des considérations purement financières et qui achèterait très cher un tableau en fonction, non pas du marché, mais en fonction de son plaisir. Le goût du particulier, le goût du collectionneur n'est pas le prix du tableau. Et on a le droit d'avoir bon goût sur des artistes qui ne valent pas très cher et mauvais goût sur des artistes qui valent très cher. Voilà. Oui, parce que après, quoi qu'on en dise, alors tu prends je sais pas, ce qu'on va trouver chez Yellow Corner ou chez différents endroits. Je pense à comment il s'appelle. Il y en a un autre chez qui moi j'ai acheté des photos aussi à Paris, une galerie photo un peu pas grand public, mais Magnum. Oui, ce genre de galerie en effet. Donc t'achètes des photos dans des endroits comme ça. C'est vrai que mais même si je prends vraiment le plus grand public qui est Yellow Corner, bon, a priori tu vas pas spéculer, c'est juste du kiff, c'est-à-dire tu te dis oui, il y a un numéro, oui c'est authentifié, oui etc. Mais enfin bon, c'est pas là-dessus que tu vas faire, voilà. A priori non, mais cela dit, la personne qui l'achète ne l'achète pas nécessairement en se disant je vais tripler le prix de ma photo dans 3 ans. Elle l'achète, elle va dépenser 600 € parce que ça vaut pas nécessairement très cher le Yellow Corner, et sur les 600 €, il va y avoir 100 € de cadre, et en réalité, on va avoir un aspect qui va être extrêmement décoratif de l'œuvre d'art. Et c'est ça. Et après, la question, c'est comment on passe et c'est là la vraie question. Tu vois, et comment alors attends, avant de tout ça, parce que du coup, on est parti direct dans le vif du sujet. Arnaud Dubois Associates, donc j'ai expliqué que vous faites du conseil dans la gestion de patrimoine artistique et le placement en œuvre d'art. Explique-moi justement en 2 secondes comment j'en suis arrivé là. Alors j'ai 34 ans, j'habite à Paris, j'ai 2 enfants,
on s'est posé. J'ai fait des études en histoire de l'art, en marché de l'art et en gestion de patrimoine. Donc j'ai un cursus artistique initialement, on travaille dans les sociétés de vente aux enchères et des galeries. Et effectivement, la notion de conseil, au même titre qu'un banquier va souvent conseiller sa propre banque avant de conseiller son client, eh bien, je me suis rendu compte que les galeristes aller conseiller leurs artistes à un client, alors que potentiellement ce client pouvait avoir un intérêt chez un autre galeriste, mais c'est toujours très compliqué de créer des passerelles entre professionnels de cette façon-là. Donc j'ai fait des études en histoire de l'art qui m'ont permis de connaître la valeur artistique des œuvres d'art. J'ai fait des études en marché de l'art qui m'ont permis de connaître une valeur financière, de les acheter, de les vendre, de les priser, de les estimer, de faire, de valoriser les œuvres d'art financièrement. Et en fait, ensuite j'ai fait des études en gestion de patrimoine qui m'ont permis de replacer les œuvres d'art au sein du patrimoine d'un client. En fait, les œuvres ont un intérêt au sein d'une collection et cette collection au sein du patrimoine. Alors, en 2012, je crois, je quitte mes études, je sors de mes études et je me dis, il faut absolument que je me rapproche de personnes qui ont des moyens financiers qui sont a priori conséquents et qui ont une appétence pour acheter des œuvres d'art. Je me dis, le meilleur endroit où on va trouver de l'argent, c'est dans les banques et auprès des cabinets en gestion de patrimoine. C'était ma formation. J'ai intégré un cabinet en gestion de patrimoine qui s'appelle l'Institut du patrimoine. Je leur ai proposé de créer le département art au sein du cabinet. Je crois, et je vais vous raconter une petite histoire qui est un peu amusante, c'est que je suis convaincu que mes associés, alors ils me l'ont jamais vraiment avoué, mais ils se sont servis de moi pour lustrer la plaque de leur société. Je suis pas sûr qu'ils soient convaincus, qu'ils aient été convaincus initialement de l'idée qui était la mienne de valoriser les œuvres d'art comme un actif à part entière, de les considérer comme un actif à part entière, mais plutôt comme un outil de valorisation de la société et de se servir de moi comme une brosse à reluire une plaque. Je suis un petit peu méchant avec eux quand je leur dis ça, mais c'est plus pour l'anecdote. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré d'abord des clients parmi nos clients à l'Institut Patrimoine qui étaient collectionneurs, et nous ne le savions pas. On a rencontré des gens qui avaient envie de s'intéresser à ce marché, et nous ne le savions pas. Et nous avons surtout rencontré des gens qui ne nous auraient pas rencontrés à travers des produits financiers ou immobiliers beaucoup plus classiques. Aujourd'hui, on est le seul cabinet en gestion de patrimoine en France à proposer ce service, et Arnaud Dubois Associates a changé de nom, puis s'appelait IPAR, mais a changé de nom qui est plus éponyme, effectivement, pour travailler avec d'autres cabinets en gestion de patrimoine. Voilà. D'accord, donc aujourd'hui, on va dire ta street cred, toi, c'est finalement le fait que tu aies un background et artistique et gestion de patrimoine et une approche financière, et donc du coup, tu as cet œil et cette expertise. Comment C'est clairement ma street cred, c'est-à-dire autant d'être capable de parler du démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie ou de la représentation du portrait au pastel dans la première moitié du XVIIIe siècle en France. J'adore. Et donc du coup, une fois tout ça exposé, sans rentrer très longtemps dans ton business, on pourrait y revenir vers la fin de ce podcast, mais toi, tu juste pour comprendre, comment tu te payes? C'est des honoraires. Non, c'est une très bonne question. En réalité, alors encore une fois, moi je suis convaincu de plusieurs choses. C'est d'abord que le client a droit de savoir, il a envie de savoir. Je pense que c'est très bien qu'il sache comment est-ce qu'on gagne de l'argent. Je suis toujours étonné de voir des gens qui gagnent de l'argent, mais vous inquiétez pas, c'est pas vous qui allez me payer. Oui. Bon, ça, je suis toujours un peu surpris. Je connais pas beaucoup de monde qui travaille que gratuitement, vous voyez. Donc la personne qui me paye, c'est la personne qui va me solliciter pour que je lui délivre un conseil. Donc là, tu nous donnes une consultation gratuite, en fait. Non, je déconne. Ouais. En vrai, alors oui et non. En fait, la consultation serait gratuite si je vous disais acheter telle pièce jusqu'à tel prix. D'accord. Voilà. C'est juste là que je veux m'arrêter. Non, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que si je te pose cette question, c'est que tout à l'heure tu disais en fait tel marchand, telle personne, ils sont en fait tous, ils n'ont pas forcément des intérêts mais c'est leur convergents boulot. avec le tien. On peut pas leur en vouloir en fait. Eux, ils sont là pour apporter du plaisir à un client. Alors que toi, ton boulot, il est de dire tu peux pas, j'imagine, prévoir que je sais pas, John One va valoir le double dans 4 ans, etc. Mais tu dois pouvoir te dire que si dans mon patrimoine j'ai ça et ça, a priori, je vais pas complètement me planter, c'est ça? Ouais, on peut dire qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, si tu me permets, parce que c'est un petit peu ta question, c'est
comment savoir combien ça vaut? Ça, c'est une de tes questions, j'ai l'impression, en filigrane. Et l'autre, c'est comment se valorise le prix des œuvres? Comment est-ce qu'on sait, en fait? Alors, permets-moi de te répondre de manière un tout petit peu, ça va être un peu long, mais c'est très important de comprendre ça. D'abord, c'est comment se valorisent les œuvres dans ce marché. Les œuvres d'art, la valeur des œuvres, elle se crée au carrefour des institutions culturelles d'un côté et des institutions financières de l'autre. Les institutions culturelles, ce sont les musées, les conservateurs d'exposition, les critiques d'art, toutes ces institutions artistiques qui travaillent à la valorisation artistique. En fait, c'est la légitimité de l'œuvre. Peu importe combien vaut Picasso, tous les musées du monde considèrent que Picasso est un des artistes fondateurs du cubisme et que le cubisme est un des mouvements les plus fondamentaux dans le XXe siècle et ce qui fait de Picasso un des artistes les plus importants de ces 500 dernières années. Si j'essaie de paraphraser ce que tu me dis, si j'ai acheté un jour un artiste qui fait des espèces de sculptures avec des ballons de baudruche et que tout d'un coup cet artiste est pris pour faire une méga exposition à Versailles, il est c'est a priori bon signe pour moi parce qu'il y a une institution culturelle de premier rang qui est Versailles qui va dire que Jeff Koons va faire un truc fat chez lui. Exactement. Et en ce sens, alors on pourra revenir sur le cas de Jeff Koons un peu plus tard, mais déjà ces deux choses, ça montre une chose, c'est que les musées sont prescripteurs de la valeur artistique. Ouais. Ce qui est très important, et que le musée, en réalité, tient autant le pinceau que l'artiste. En fait, vous êtes un artiste, vous n'exposez pas dans les musées, c'est compliqué de savoir si ce que vous faites sont des œuvres d'art. Mais à partir du moment même où les œuvres que vous achetez ou que vous avez produites en tant qu'artiste intègrent le musée, c'est incontestablement une œuvre d'art, et vous êtes incontestablement un artiste. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un consensus mondial de tous ces musées pour considérer que Jeff Koons, dans les années 80, est un artiste fondamental. En fait, il n'arrive pas au ballon de baudruche aujourd'hui et il vaut pas 50 millions aujourd'hui. D'ailleurs, le dernier résultat de vente, je crois que ça a fait 91 millions de dollars, quelque chose comme ça, sur une pièce des années 80, les années dites néo-géo de l'artiste, qui sont les pièces les plus fondamentales. Et en ce sens, Jeff Koons, dans les années 80, fait partie de ces plus grands artistes de sa génération. Parce qu'évidemment, alors tu dis il y a un consensus global, ça c'est important parce qu'évidemment moi qui ai l'esprit fondamental. Pervers et mal placé, je me dis finalement si t'as un peu de pognon, t'as une institution financière qui est l'autre aspect dont t'as pas encore parlé de tout ça, je pourrais me dire je vais aller soudoyer 2-3 conservateurs de musées ou 2-3 je sais pas si c'est les conservateurs d'ailleurs, mais personnes qui vont créer le musée et les œuvres qui composent, puis je leur file 100 000 balles par-ci, 200 000 balles par-là, et puis derrière ils vont acheter des tableaux. Ça existe, ça? On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Mais il faudrait que ce soit mondial. C'est-à-dire qu'une exposition, par exemple, les Français, dans les années 60, on a un mouvement qui est extrêmement important qui s'appelle le nouveau réalisme. À l'époque où les Américains font du pop, par exemple, et le nouveau réalisme, qui sont des artistes qui ont très peu passé les frontières. Donc en fait, ces œuvres de Villeglé, de Armand, de César, par exemple, qui sont des très bons artistes, qui sont des artistes excellents, eh bien malheureusement, on peut passer les frontières, on le retrouve pas suffisamment ou insuffisamment dans les musées à travers le monde, et donc une sous-représentation institutionnelle, conjuguée à peut-être une sous-représentation financière, c'est-à-dire peu de représentation de marchands à travers le monde, eh bien, on va se retrouver avec un marché qui va rester relativement bas. C'est pas un problème parce que le collectionneur qui se dit qu'avec 20 000 euros, il peut acheter une œuvre très importante des années 60 d'un grand artiste, c'est super pour lui, en fait. Pour 10 000, 15 000, 20 000 euros, il peut acheter une super pièce. C'est aussi ça que ça permet. Et alors, la question, c'est est-ce que tout ça c'est trop tard ou est-ce que en fait il peut y avoir une étincelle qui fait que tout d'un coup les Américains ou les Chinois se disent tiens Armand, c'est difficile. César, tiens ça me chauffe. C'est difficile. En fait, la rentabilité de l'art à travers le temps est très asymptotique. C'est-à-dire que on a une rentabilité qui est faible sur des décennies, voire des centaines d'années. En fait, vous prenez la cote de Raphaël, vous prenez un tableau de Raphaël qui serait vendu 30 millions aujourd'hui, ça peut nous paraître beaucoup d'argent, 30 millions d'euros, sauf que le tableau, il aurait 500 ans. Donc, si vous voulez, sur 500 ans, finalement, le prix de l'argent fait que c'est plus pertinent financièrement de le placer à 3% sur un compte plutôt que de se dire, voilà. Par contre, à une échelle d'hommes, les cotes
peuvent exploser. Et d'ailleurs, si on va un petit peu plus loin, je trouve qu'il y a une durée. C'est-à-dire que passer 80 ans, 100 ans, c'est toujours un petit peu difficile de voir les cotes changer. Okay. Je vous donne un exemple, les artistes impressionnistes, donc Impression Soleil Levant en 1870 avec Monet, assez rapidement ce sont des gens qui ont connu une reconnaissance institutionnelle, muséale, artistique, financière à travers le monde, jusqu'en 1990, là où on a le record du monde pour des œuvres de Monet et des artistes impressionnistes, donc on a des records à 90 millions de dollars, 100 millions de dollars, 110 millions de dollars, mais depuis le monde s'est considérablement enrichi, et pourtant les records n'explose pas pour des gens qui sont morts il y a bien longtemps. Vous prenez Jeff Koons ou David Hockney qui ont réalisé des résultats de vente et qui sont bien vivants, eux, de leur vivant à également 90 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il faudra attendre 100 ans pour que Gauguin fasse des records et il faudra attendre du vivant de Jeff Koons ou de David Hockney pour avoir les mêmes prix. La question qu'on peut imaginer, c'est vous achetez un tableau extrêmement important de Bacon en 2008, un triptyque, vous payez 90 millions de dollars, vous dites vous êtes complètement fou, c'est un record. En fait, on se rend compte que en 2013, 2015, un tableau similaire passe en vente et il fait 170. Et est-ce que le record de Jeff Koons à 90 millions de dollars, finalement, dans quelques années, est-ce que ça ne sera pas une bonne affaire ? Et alors, c'est, à part là, mais tu parlais d'un effet plateau. Je voudrais venir après, hein, juste pour tout le monde qui nous écoute, parce que moi, j'ai pas des 90 millions de dollars à mettre. Moi non plus, voilà. C'est la bonne nouvelle. Voilà. C'est la bonne nouvelle. Mais je voudrais venir après là-dessus. Non, je voudrais juste voir sur ces choses, sur cela, mais même peut-être des Ligue 2, Ligue 3 ou Division d'honneur, etc. Alors... Non, mais avant de rentrer là-dessus, il y a quand même une sorte d'effet plateau. Est-ce que tu parlais de Monet, par exemple, il était à 90 millions, il n'a pas explosé ce truc-là. Mais il n'a pas dégringolé non plus. Non. Est-ce que il y a des artistes qui dégringolent? Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que tu prends des méga risques sur certains mecs ou nanas qui sont là-haut? Non, très peu. Pour une raison qui est très simple, c'est que l'offre d'un artiste comme celui-ci est clôturée. Donc, il n'y a pas de nouvelles œuvres qui sont créées. Les œuvres intègrent les musées. Elles sont dites gelées par le marché. Le monde s'enrichit. Les murs crient famine. Et nous avons des clients qui voient davantage d'œuvres de ces artistes dans les musées. Malgré lui, le musée, lorsqu'il fait une exposition de Jeff Koons, fait la promotion de Jeff Koons. Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous me voyez arriver ? D'un côté, on a un effet marketing, on a une augmentation de la visibilité, on a une augmentation de la demande, on a une diminution de l'offre et on a un effet ciseau avec une augmentation mécanique des prix vers le haut. Compris. En fait, mon trauma, et ça, il va peut-être te parler. T'es un peu plus jeune que moi, mais c'est pas lié à l'art directement, même si c'est périphérique. Mais je pense au mobilier des années que mes parents achetaient dans les années 80-90, où ils achetaient des trucs Empire, Louis XIV, Louis XVI, etc. Alors ça, tu vois, genre, je sais pas si ça a dégringolé en valeur, j'ai l'impression quand même. Oui, ça a clairement dégringolé en valeur. Bon, le mobilier Empire se tient, mais effectivement, du Louis, le 18e français, par exemple, en règle générale. Je me verrais mal avec ça chez moi, tu vois. En fait, je crois qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un changement du goût. À une échelle de 150 ans, c'est difficile de prévoir. Et en vrai, notre discussion, elle est intéressante, mais d'un point de vue financier, on n'investit pas sur 150 ans. Vous investissez sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Allez, vous êtes un fou furieux sur 20 ans, mais vous investissez pas sur 150 ans. Donc, et cela dit, du coup, peut-être que dans ce que tu dis, si maintenant on achète, si tu as gardé tes positions, que tu n'essayes pas de les vendre maintenant, et si maintenant tu achètes ces trucs-là, est-ce que tu peux pas dire dans 10 ou 15 ans, ça va tout péter ? Non, je crois plutôt qu'il y a toujours un décalage. Je crois qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup au mobilier organique des années 50-60, les Perriand, le Corbusier, ce genre de choses. Et dans 20 ans, on s'intéressera aux années 80. D'accord. Voilà. Mais d'ailleurs, regardez, aujourd'hui, les années 80, elles ont la mode. On le voit à travers la musique, on le voit dans la mode d'ailleurs, etc., etc. Bon, c'est comme ça, c'est des cycles et ça avance et ça avance. Si on revient un peu à nos moutons, je ne sais pas si c'est considéré comme de l'art d'ailleurs, tous ces mobiliers, mais ouais, bien sûr. Objet d'art. Objet d'art. Si j'ai envie de penser peinture, photo, etc.,
J'ai plusieurs approches sur la martingale. C'est de me dire, bon, déjà, est-ce que si j'ai un patrimoine, je sais pas, de 10 000, de 20 000 et que j'ai envie de me lancer, et ou aussi si je me dis, tiens, j'ai envie de mettre 500 € par mois ou 500 € par trimestre ou 1 000 €, enfin peu importe, tu vois, c'est des ordres de grandeur accessibles. Est-ce que c'est possible sur le marché de l'art? Est-ce que c'est trop petit? Et comment je fais? Je vous donne quelques chiffres. C'est pas pour que ce soit laborieux, mais pour entamer, s'engager dans un marché, c'est toujours intéressant d'avoir quelques chiffres pour lui donner un petit peu d'objectivité. Compris. D'abord, le marché de l'art, c'est un micro-marché. C'est un marché qui pèse 70 milliards de transactions par an. 70 milliards, ça doit représenter 3 jours d'échange sur la bourse de Wall Street à New York. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, déjà, ça vous donne une idée. Ensuite, 78% des œuvres échangées sur ce marché s'échangent à moins de 1 000 $. 8 pièces sur 10 valent moins de 1 000 $. Donc en fait, on a un marché d'abord qui est extrêmement démocratique et pas du tout un marché d'aristocrates et réservé à des nantis. Mais quand tu dis ces pièces-là, tu comptes Yellow Corner. Je tape pas Yellow oui, Corner sûr. parce que j'adore ce qu'ils font et honnêtement, ils font, enfin, il y a des très belles pièces. C'est important, Yellow Corner. Oui, Yellow Corner a mis des œuvres d'art chez des gens. Oui, c'est ça. Non, rien que ça, c'est fabuleux en fait. Chez des gens, ils n'ont pas dépensé des fortunes, ils ont rendu l'art accessible à travers la photo, mais particulièrement la photo qui permet une multiplication également des objets. Mais c'est pas un problème, il ne faut pas taper sur Yellow Corner. Il faut juste savoir que si vous achetez une œuvre d'art chez Yellow Corner pour des questions d'investissement, vous trompez. Mais c'est tout. Oui. On n'est pas obligé d'acheter des œuvres d'art que pour des raisons d'affection. Moi, je suis collectionneur. Parfois, je surpaye des tableaux parce que je les aime. D'accord. Donc, on compte quand même dans ces transactions, tu dis moins de 1 000 $. Est-ce que, en revanche, dans ces moins de 1 000 $, tu peux te dire que tu peux investir plutôt que de dépenser? Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous donne de la granulométrie, comme ça, quelques chiffres. On a 78% des œuvres qui s'échangent à moins de 1 000 $. On a 93% des œuvres sur ce marché qui s'échangent à moins de 50 000 $. Et ces 93% des œuvres, 92,5% en réalité, représentent 10% du marché en valeur. D'accord. Donc, vous voyez, c'est très peu. Quand vous regardez la tranche supérieure, la tranche à plus d'1 million $, vous vous rendez compte que ça concerne 0,7% du marché en volume. Mais en nombre d'œuvres. En nombre d'œuvres. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une pièce sur 200 dans le marché de l'art qui est vendue à plus d'1 million $. Mais par contre, ça représente 60% du marché en valeur. Je pense que la target d'investissement, mais c'est un espèce c'est Pareto en réalité. C'est assez simple, c'est toujours comme ça. Je crois que la target d'investissement, ça va être le 50 000, 1 million $. Donc, vous avez un marché qui est pas les premiers couteaux, c'est pas un Picasso, clairement pas. Cela dit, c'est à nuancer parce que vous prenez Warhol. Warhol, il a fait 70 000 œuvres. Donc avec 70 000 œuvres, vous avez autant des pièces à 8-10 000 €. Et moi, j'en ai acheté pour des clients qui voulaient se faire plaisir. On a acheté des petites pièces et qui étaient des super pièces. Tu as dit de Andy Warhol. À 10 000 $ ou 10 000 €. Ouais, à 6 000, 7 000, 8 000 €. Là, vous avez des encore, petites œuvres. Vous pouvez acheter des œuvres des années 50, des papiers originaux, fabriqués, faits par Warhol, de sa main, avec rehaussé à la feuille d'or. Enfin, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. D'accord. C'est tout à fait possible. Donc, sur 70 000 pièces, il y a effectivement des pièces à 150 millions et il y a des pièces à 8 000 €. C'est possible. Du coup, mes clients n'ont pas toujours 150 millions d'euros, je le regrette. Mais on a aussi les clients qui nous ressemblent. Alors, est-ce qu'il y a des moyens du coup d'y accéder en, je sais pas moi, en pot commun, tu vois? Est-ce qu'on peut se dire, tiens, du coup, moi j'ai envie de me faire plaisir, je vais acheter des photos chez toujours chez Yellow Corner. Numa, non, ça te dit pas ça? Où est-ce que je vais retrouver pendant que tu parles. Je vais acheter des photos sur différentes plateformes, etc. Et je vais aussi, je sais pas, me dire, tiens, je voudrais avoir un bout de... Alors, c'est très facile. En fait, c'est très facile. Et après, je vous parlerai d'un projet. C'est amusant. Mais d'abord, ce que je voulais dire à travers mes quelques chiffres laborieux tout à l'heure, c'est que on a affaire à un marché qui est démocratique, financièrement parlant, accessible à partir de quelques milliers d'euros, et qui est un marché qui est également mondial. Un investisseur se pose la question de trois critères principaux lorsqu'il se positionne lors d'un investissement.
c'est la sécurité de l'actif, la liquidité de l'actif et le potentiel de rendement de l'investissement. Donc déjà, on a affaire à un marché qui est liquide, qui est mondial. Quant à la liquidité, après j'arrêterai sur mes chiffres, c'est assez fondamental de savoir que 87% des œuvres qui intègrent le stock d'une galerie sont vendues dans les 2 premières années. Quasiment 9 pièces sur 10. Ok, 87% des œuvres qui intègrent le stock d'une galerie sont vendues dans les 2 premières années. Il y a une grosse rotation dans les galeries. Il y a une grosse rotation pour une raison qui est très simple, c'est que la galerie, elle a besoin d'immobiliser sa trésor, elle achète une œuvre, elle la revend et donc avec cet investissement, elle va racheter plus gros, etc., etc. Le modèle des galeries, on est d'accord, souvent c'est à peu près 50% pour la galerie, 50% pour l'artiste. Alors ça, c'est lorsqu'on travaille avec des artistes qui sont vivants. Oui, tout à fait, c'est quelque chose comme ça, mais quand vous avez des artistes qui sont extrêmement importants, dont les artistes viennent dépasser, j'allais dire, la renommée de la galerie, Jeff Koons. Jeff Koons, il fait 80-20. D'accord. Il touche 80%. T'es déjà content et si de vous m'avoir. faites, ouais, exactement. Et si vous voulez une réduction, d'abord, vous n'en avez pas. Et si vous avez une réduction de 5%, c'est la paume du galeriste. Parce que c'est ça, c'était ma question d'après. Si je vais chez Tadeusz Ropac, Emmanuel Perrotin, Kamel Menour, que j'ai eu sur mon autre podcast, Génération Do It Yourself, Kamel Menour et Emmanuel Perrotin, par exemple, des grandes galeries parisiennes, internationales, qui ont une vraie vocation. Je vais chez eux, je veux acheter un truc, je peux négocier ? Vous pouvez toujours essayer. Oui, vous pouvez toujours essayer. Je pense que c'est toujours bien, vous avez un prix. Si vous voulez, le prix d'une œuvre, surtout chez les galeries, ça dépend de combien l'un est d'accord de vendre et combien l'autre est d'accord de payer. Donc, je pense que la négociation, elle fait même partie du jeu. Je veux dire, pas négocier, c'est presque, vous savez quoi, c'est presque bizarre en fait. Oui, mais en fait, vous êtes galeriste, vous dites ça vaut 100, achetez ça 100 et vous avez quelqu'un qui vous dit oui. Non, mais quand t'es pas, attends, tu me connais, on se connaît pas, mais tu vois, quand t'es pas habitué, tu vas dans une galerie, ça ressemble un peu à un magasin, quoi. Ouais. Si je vais chez Yellow Corner, si je lui dis, allez, fais-moi 20% de ristourne, il va me dire, mais vas-y, t'es qui, toi? Parce que c'est pas les mêmes marchés. Ouais, quand vous achetez une pièce de Buren de 250 000 €, ça se négocie. Ouais. Quand vous faites une proposition pour un appartement à 350 000 €, bah, vous négociez un peu. Et c'est quoi négocier un peu? 5%, tu les as facilement, 10% c'est possible? Ouais, 10% c'est possible. Au-dessus, c'est un peu sportif, mais 5-10%. Je peux la faire à la marocaine, je peux sortir de la boutique et dire... non, tu vois, si tu me fais pas 15%, je m'en vais. Tu crois qu'il va me retenir à la sortie de la boutique? Non, reviens, Mathieu. Pourquoi? Si vous laissez, en fait, le boulot du galerie, ça va être d'obtenir une offre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une offre, c'est-à-dire qu'il y a une négociation. C'est-à-dire qu'on a capé la négociation entre combien la personne est d'accord de payer. Et là, déjà, la personne qui est vendeur, elle sait s'il le dit, il peut se faire ou pas. Et après, c'est de la négo. Ok. Donc il faut le faire. Alors, si je reviens à ma question d'origine, on va parler des moyens d'acheter peut-être en commun, si elle existe. L'indivision, c'est un bien meuble. Ouais. C'est hyper facile. Mais avant de venir là-dessus, si moi je veux juste, entre guillemets, alors là pour le coup, pas me faire plaisir, mais me dire j'achète un truc qui à la fois me plaît et voilà. Est-ce que dans des zones de, alors je sais pas, tu m'as dit tout à l'heure 50 000, c'est quand même mieux que 10 ou 20 000. Ouais. Parce qu'en ne serait-ce que pour la liquidité de l'œuvre. Ouais. C'est-à-dire que tu achètes une œuvre à 3 000 €, elle vient des États-Unis, tu sais qu'elle en vaut 4, tu dis c'est génial, j'achète avec 30%, j'achète quasiment 30% moins cher, j'achète 25% moins cher que ce que ça vaut. Tu dis acheter 25% en dessous du marché, c'est génial. Sauf que tu l'as fait venir des US, ça te coûte 500 balles, tu veux faire un 4, ça te coûte 500 balles et en fait, tu as une œuvre qui te revient au prix. Par contre, sur une œuvre à 100 000 €, bah, tu as aussi 500 € de transport et tu as aussi 500 € de cadre. Ça va pas venir gréver ta rentabilité où tu t'attends à prendre un billet de 25 par exemple. Tu peux emprunter pour acheter une œuvre? On peut faire des hypothèques, des choses comme ça, mais la plupart du temps, et ce que font souvent mes clients, c'est des avances sur leur contrat d'assurance vie. Ils ont un contrat d'assurance vie, ils ont 100 000 € sur leur contrat, ils peuvent faire une avance jusqu'à 50% de leur contrat. D'accord. Et ça leur coûte à peu près entre 0,7 et 0,8%. Ils s'empruntent à eux-mêmes, donc les banques sont extrêmement, sont pas du tout réticentes à payer. C'est aucun souci. Vous leur dites que c'est pour acheter une œuvre d'art, ils vous posent aucun problème avec ça, et ça vous évite également fiscalement de décollecter. Ça permet à la banque de garder son encours financier et d'avoir votre contrat qui continue de tourner. D'accord. Ça évite de payer de la fiscalité sur vos retraits. Pas mal, dis donc, faut aller voir Arnaud, hein, il a des bons plans. Et du coup, quand tu investis, alors là, tu dis sur ce genre de choses, donc tu les payes le mois, ouais, bon, c'est non, je crois que c'est assez marrant. Là, tu m'as un peu, parce que après tu m'as aussi expliqué l'autre jour. Alors, on va pas rentrer dans ce détail parce que ça concerne pas tout le monde, mais que au niveau corporate,
des entreprises, il y a pas mal de choses à faire aussi. Oui, il y a plein de choses à faire. Effectivement, je ne vais pas être trop laborieux sur les boîtes, mais reviens 2 secondes pour l'indivision, pour la possibilité de parce que ça, effectivement, ça concerne beaucoup de gens. Et nous, c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est des clients qui me disent, par exemple, moi, mon boulot, c'est chasseur d'opportunités. C'est d'abord, si je dois résumer mon travail, c'est valoriser l'actif. C'est-à-dire qu'avant vous-même de vous dire, achetez cette œuvre d'art, on va gagner de l'argent ensemble, c'est plutôt, cette œuvre, elle vaut tant. Sachant que je mets juste un point là-dessus sur l'indivision parce que ça me plaît particulièrement. Moi, je suis un vrai joueur d'équipe, tu vois, et j'aime bien. C'est génial. Et donc, du coup, avec des potes en sortant d'école, on a acheté un cheval. Ouais. Et puis, à un moment, on a eu jusqu'à 3 chevaux. Et puis là, j'ai un cheval qui courait hier en Suède, tu vois. Et en fait, on se marre bien. C'est-à-dire qu'on se fait, ça nous rapproche, ça nous fait des, mais c'est super bien. C'est vraiment super chouette. Bien. Et c'est vrai que je me dis, pourquoi pas mettre, tu vois, si je mettais quelques centaines d'euros par mois, qu'à la fin on était 10 et que on pouvait avoir, je sais pas moi, même 30, 40, 50 000, puisque je me dis que c'est peut-être la bottom line à investir tous les ans, et finalement on peut commencer à faire des choses. Mais en fait ça va super vite, c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve avec 3-4 copains, on met 10 000 balles chacun et en fait on achète une petite œuvre de Warhol par exemple. D'abord, c'est un bien meuble, donc c'est très facile. Si chacun veut vivre un petit peu avec quelques mois, c'est tout à fait possible. L'autre point, c'est ça permet aussi de minimiser le risque. On partage la renta, c'est clair, mais on minimise le risque. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 50 000 euros, 100 000 euros, on se dit on se met à 4, à 5, on met 10 000 chacun, et on partage au prorata du montant investi. C'est très facile, c'est un contrat civil, ça se fait sur presque un coin de table, c'est extrêmement simple. C'est pas mal, ouais. Du coup, et c'est assez ancien. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un contrat, je veux dire, c'est presque l'ancêtre des fonds communs de placement qui, en 1904, un type qui s'appelait André Level, avait créé une association qui s'appelait la Peau de l'Ours. Et la Peau de l'Ours, ça revenait à acheter des pièces chez des grands galeristes. Et je vais raconter la petite histoire. Les œuvres se sont extrêmement bien vendues et ils ont tous perdu beaucoup d'argent parce qu'en fait, ça les rendait fous. Donc contractuellement, ils devaient revendre dans les 10 ans. Ils achètent en 1904, ils vendent en 14, ils gagnent beaucoup d'argent. Clairement, ils avaient acheté des Picasso, des Braque, etc., des Marie-Laurencin. Et ils vivaient avec leurs œuvres. Et ça a fait toute la différence parce qu'en vivant avec leurs œuvres, avoir l'obligation de s'en séparer, ça a été une catastrophe pour eux. Et ils se sont rachetés leurs propres œuvres en vente aux enchères. C'était complètement aberrant. Non, mais du coup, en effet, c'est intéressant parce que tu peux te dire, si tu fais ça à quelques-uns, peu importe que tu sois 4, 10 ou 100, finalement. Bon, 100, c'est plus compliqué à faire. C'est bien de faire ça entre copains. Mais comme tu dis, autour d'un repas, c'est chouette. C'est ça. Après, tu peux te dire, finalement, on en achète, par exemple, l'équivalent de une chacun. Comme ça, si jamais il y en a une qui se valorise pas, comme tu le dis, je limite mes risques de mettre d'une paume si jamais j'ai acheté une croûte, quoi. Non, c'est pas une croûte. On peut tout faire. On peut tout faire dans ce marché. La chose la plus difficile peut-être, c'est d'emprunter en fait. C'est d'emprunter. Sinon, on peut tout faire. On peut se positionner sur cet actif de 1000 euros à 500 millions de dollars. On a affaire à un bien meuble, donc qui évolue sur un marché qui est international, un marché qui est plutôt sécurisant, qui est plutôt liquide. Il faut juste acheter la bonne pièce. Alors du coup, j'ai plein de questions parce qu'on va pas non plus. Ça pourrait durer des heures. Alors, plein de questions. Il y a comment je choisis une œuvre, c'est-à-dire pourquoi je vais aller plutôt sur un tel, dans les vivants, dans les jeunes, etc., sur qui je mise, etc. Mais avant celle-là, il y a là, on parle en fait finalement pas mal de peinture depuis tout à l'heure. Est-ce que la sculpture, moi j'aime la photo par exemple. La photo, j'ai l'impression que c'est un truc qui est monté fort depuis 20 ans. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que ça risque de finir comme les trucs empire et de redégringoler dans 10 ans? Est-ce que ça s'abîme en plus? Est-ce que, enfin voilà. Est-ce que, enfin, il y a des grandes tendances, des grandes familles. Est-ce que le vrai truc c'est la peinture? Alors c'est clair que le paradigme du marché de l'art, ça reste le tableau. Incontestablement, parce que d'abord les gens ont l'habitude de voir des tableaux depuis toujours, c'est ce qu'il y a de plus dans les musées, ouais. 500 ans il y avait un peu moins de photos. Les sculptures sont plus lourdes à manipuler, elles sont plus fragiles, elles prennent de la place, donc elles coûtent cher à entretenir, elles coûtent cher à restaurer. Le tableau, c'est le paradigme du marché de l'art, c'est les talents. Ensuite, la photographie, qui est un médium qui est un petit peu plus récent, elle est confrontée à sa reproductibilité, au problème de sa reproductibilité. Et si Kesharing ou Basquiat ou Warhol ont fait des milliers d'œuvres d'art,
il y a quand même le storytelling de la rareté à un moment donné. Ce storytelling de la rareté va se confronter à la question de la reproductibilité de la photo, qui va être tirée en 15 exemplaires de ce format, 15 exemplaires de cet autre format, et l'année suivante, on fait la même chose, et il faudra simplement changer la date. Donc ça, c'est une difficulté. L'autre chose, c'est lié à l'art contemporain lui-même, c'est que le médium photographie devient un moyen, mais n'est pas une finalité en soi. D'ailleurs, on prend les grands artistes qui utilisent la photographie comme Cindy Sherman ou Gursky, qui peuvent valoir des millions de dollars. En fait, c'est pas des photographes. C'est des artistes contemporains qui utilisent le médium de la photographie. Et c'est là qu'on a les records. C'est chez des artistes contemporains. Les photographes, par exemple, on peut aimer Raymond Depardon. Ouais. En fait, Raymond Depardon, qui est un super photographe, vous pouvez acheter des photos de Raymond Depardon ou de Doisneau pour quelques centaines d'euros. D'accord. Et pour toi, c'est un potentiel bon investissement ou c'est pas liquide? Non, c'est plus compliqué. Le rapport très immédiat, très visuel de la photographie, très impactante, va faire qu'on va toucher une clientèle beaucoup plus grand public. Donc on a des prix qui sont souvent beaucoup plus démocratiques et on les retrouve peu dans les grandes foires d'art contemporain. Si je vais sur ma question suivante, du coup, c'est comment... Et d'ailleurs, c'est des musées spécialisés. Ouais. Vous voyez, à Paris, il y a une maison européenne de la photographie. Voilà. Ouais, Pourtant, Pompidou pourrait faire une expo photo. Ouais. Non, il va faire une photo Cindy Sherman. Il va faire une expo de Cindy Sherman. Il va faire une photo de Gursky. La photo est un moyen, mais n'est pas une finalité en soi. Intéressant. Donc, il faut quand même un peu se lancer dans la peinture, quand même. Du coup, la question suivante, c'est comment je les trouve, sur qui je mise au-delà du kiff, c'est-à-dire est-ce que j'ai parlé de John Wan par exemple, qui est un artiste que tu connais sans doute, qui a je crois pas mal produit et augmenté ces dernières années. J'ai l'impression qu'il y a 10 ans tu pouvais toper des beaux John Wan très grands pour je sais pas, je dirais 1500, 5000 euros peut-être, et qu'aujourd'hui t'as rien en dessous de 50 000 peut-être. Alors il y a plusieurs... Comment je le trouve le prochain John Wan? Alors Je reviens sur la question tout à l'heure de la formation de la valeur et comment se positionner lorsqu'on envisage un investissement. Si on regarde l'investissement à l'aune de sa sécurité, de sa liquidité, de sa performance, déjà on prendra davantage de sécurité en se positionnant sur les œuvres d'un artiste consacré dans l'histoire de l'art et représenté par les plus grands marchands du monde, que sur un jeune artiste. On va peut-être dépenser 5, 8, 10, 12 000 euros, mais un artiste qui n'a pas intégré les musées, et un artiste qui n'aura pas, dont la représentation sera peu internationale. Donc ça déjà c'est un point, et l'insécurité me paraît maximale dans ce cas-là. D'accord. Autre exemple sur John Wan, effectivement lui il a sa crédibilité, il l'a eu dans les années 80 à New York, etc. Mais l'immense majorité de son travail est fait à Paris. Il a vécu plus de temps à Paris qu'il a vécu à New York. Et en fait, John Wan aux États-Unis, il est très peu connu. Et d'ailleurs, vous avez peu de représentations de John Wan aux US, qui ont aussi leurs artistes, graffeurs, etc., etc. Donc là, déjà, on est confronté, par exemple, à une question d'internationalisation du marché. Donc, vous dire quels sont les jeunes artistes qui valent pas très cher et comment se positionner, pourquoi se positionner vers eux plutôt qu'un autre, c'est une question qui est très très difficile, auquel je botte un petit peu en touche, je ne saurais pas tellement vous répondre. On constate tout de même que quand derrière vous avez une immense écurie, un immense galeriste qui a 10 galeries dans le monde et l'artiste est représenté dans quelques musées importants, on peut supposer que ça va continuer comme ça pour lui et qu'effectivement c'est plutôt un cheval gagnant. Donc suivre les petits nouveaux dans les galeries, par exemple, dans les grosses galeries internationales. Qui, par exemple, on peut en citer 3. Vous prenez des galeries comme la galerie, je sais pas moi, Tadeusz Ropac à Paris, ou une galerie, je sais pas moi, il y en a plein. Gagosian par exemple, Marie Boone, etc. C'est des galeries qui sont extrêmement importantes, qui sont internationaux. Vous allez chez Almin Reich, vous avez des chances que Almin Reich, lorsqu'il travaille avec un jeune artiste, partage cet artiste avec d'autres galeristes à travers le monde, et il ait une force
suffisamment puissante pour imposer cet artiste au musée. Ok. Donc ils sont aussi un peu des faiseurs de... Ce sont des faiseurs de cotes. C'est leur boulot. Sur ces artistes-là, sur des jeunes artistes, c'est leur boulot. Intéressant. Et alors après, au-delà de ces galeries, donc c'est un endroit, et c'était ma question, où est-ce que je les trouve? Parce qu'on trouve aussi des sites internet, on trouve, je sais pas, alors après tu vas me dire, là pour le coup je connais pas tous, je sais qu'il y en a plein, je confonds un peu les Artspur, les Artprice, les Artsy, les ventes en ligne à droite à gauche de ventes aux enchères aussi traditionnelles, françaises, parisiennes. Comment je les trouve, comment je me positionne? Alors là, pour le coup, c'est assez cadré, c'est-à-dire que vous avez un schéma qui est assez classique, un artiste qui a fait une école d'art, ensuite il a travaillé dans un centre d'art, il a exposé dans un centre d'art, il s'est fait repérer par un grand galeriste qui a participé à ses diffusions auprès d'autres musées, qui a partagé sa notoriété avec d'autres galeristes, etc., etc. Il faut se balader, il faut aller voir les galeries. Et peut-être pour le collectionneur qui a un petit peu moins de temps ou qui est moins initié, aller se balader dans les foires d'art contemporain. C'est fabuleux parce qu'une foire, elle apporte 3 services. Elle apporte d'abord à l'artiste la possibilité de se confronter socialement aux autres artistes. Donc lui, il va se comparer, il va voir ce qu'il fait et ce que les autres font. Ça permet à des galeristes de toucher une clientèle mondiale en peu de temps. C'est que les galeries, on dit souvent qu'elles sont un petit peu désertées. Et ça permet aux collectionneurs de faire le tour du monde de la création artistique en une demi-journée sous les cimaises du Grand Palais. C'est vrai. Et c'est un bel endroit chaque année où c'est aller. Magique. C'est vrai. Moi, j'ai cette passion pour la photographie, mais du coup, tu m'as un peu calmé là. Du coup, en effet, je vais souvent aussi au Grand Palais voir certaines expos de photos superbes. Et l'endroit, c'est vrai, s'y prête énormément. Du coup, là, je me projette moi et je me dis si demain, en fait, j'ai une sorte de coup de cœur. Ça m'était arrivé, je crois. Je suis en train de chercher ce site, mais il me semble que c'était sur, tu vois, encore un autre site, auction.fr, où récemment j'avais vu d'assez belles. Et là, c'était encore de la photo, merde. Mais tu vois, c'était des prototypes. Il me semble que c'était des Bugatti ou en fait, c'était des voitures un peu désossées en photo. Et les photos étaient somptueuses, etc. On sentait qu'il y avait une belle cote sur ces choses-là. Je m'y projetais bien, mais là-dessus, en fait, j'ai l'impression que sur tout ce qu'on s'est dit, c'est quand même plus un achat plaisir qu'un achat, voilà. Si je veux un peu me rassurer, toi, ton rôle, notamment, c'est un peu ça. C'est de dire, je te contacte, je te dis, tiens, j'ai ce truc-là, et là, tu vas me dire, bah, là, tu vas te faire plaisir, mais tu vas pas forcément, voilà. Ouais. Et, si tu veux aller là-dessus, peut-être que tu pourrais regarder ça et ça, parce que là-dessus, il y a des choses. Alors, effectivement, mon premier boulot, c'est de comprendre l'objectif de mon client. On l'a dit tout à l'heure, on n'achète pas les œuvres d'art de la même façon en fonction des objectifs. Et ensuite, c'est de valoriser l'actif, savoir combien ça vaut. En fait, c'est pas un problème d'acheter 100 une pièce qui vaut 70 si les 30 de surplus sont le prix du plaisir et que la personne accepte ce truc-là. Si je fais un parallèle dans l'immobilier, on achète un bien immobilier à 1 million d'euros, on fait 300 000 euros de travaux, ça ne veut pas dire pour autant que le bien immobilier vaut 1,3 million. Ça veut dire qu'on aura juste kiffé, on se sera fait plaisir et c'est pas un problème, on accepte ce surprix. On peut le faire également dans le marché de l'art, mais il faut le faire en connaissance de cause. C'est tout. Mon boulot, c'est donner de la visibilité à mes clients. Et si je peux bien acheter, je leur en fais profiter. Ok. Très clair. Dernière question sur ce sujet. Passionnant, je te remercie pour toutes ces éclairages. En fait, je remarque beaucoup on va dire, de mes explorations sur les finances perso, un peu, pas exotiques, mais un peu, voilà, quand je vais sur le Bitcoin, quand je vais sur l'or, quand je vais sur pas mal de choses, on me dit, en fait, c'est intéressant d'avoir dans ton patrimoine à peu près 15%, j'ai l'impression que c'est le chiffre magique de ton patrimoine qui est à peu près là-dedans. C'est pareil pour l'art, tu me dirais? Parce qu'à force d'avoir 15%, je vais finir par avoir un patrimoine à 150%. C'est ça. Mais je crois que ça dépend vraiment des aspirations des clients. Évidemment que si vous avez 300 000 euros de patrimoine, avoir 50 000 euros d'œuvres d'art, c'est pas ce qu'il y a de plus choquant. Après, si vous avez 10 millions d'euros, vous pouvez tout à fait posséder un soulage à 3 millions. Vous voyez, il n'y a rien de choquant non plus et ça correspondra à 30% du patrimoine du client. Donc, vraiment, ça va dépendre. Il n'y a pas de règle là-dessus. Il n'y a pas de règle. J'aurais une tendance quand même à me dire, moi, si j'avais 10 millions de patrimoine,
avec un Soulage à 10 millions, je me sentirais pas super safe parce que, alors peut-être que à tort ou à raison, mais je me dis j'ai qu'un Soulage à 10 millions. Est-ce qu'il faudrait pas que j'ai plutôt 10 œuvres à 300 000, tu vois, parce que justement, tu répartis un peu. En fait, tout peut être un bon placement. Tout dépend de combien est-ce qu'on achète l'œuvre. En fait, c'est un peu comme dans l'immobilier et ça doit être le réflexe de n'importe quel investisseur. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit on spécule sur le marché à venir et on se dit, OK, Soulage a 100 ans, il a un musée à son nom, il était présent dans les années 50 aux États-Unis auprès des grands artistes américains, les Pollock, les Roscoe, etc. Sa légitimité institutionnelle, artistique, financière, est complètement établie. Le sujet de sa potentielle rentabilité n'en est quasiment pas une. Oui, effectivement, à condition d'avoir bien acheté. Donc, Ok. soit on spécule sur le marché futur, soit on achète bien. Mon boulot, c'est de bien acheter. Ouais. Moi, j'aime bien spéculer sur le marché futur aussi. Si je reprends un peu les bases de ce qu'on a dit, pour récapituler, idéalement quand même, pour une notion d'investissement, pas uniquement de patrimoine, etc., mais plutôt au-delà de 50 000 euros. 30-50, allez, entre 20 et 50. Entre 20 et 50, vous avez des trucs qui sont hyper bien. Parce que plus liquide aussi, tu peux les revendre. Parce que plus international, plus liquide. Alors c'était un des points auxquels j'allais venir. C'est muséable, enfin qui s'est retrouvé dans un musée, c'est quand même quelque chose de bien. 3, tu vois, c'est quand même mieux, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure sur César, par exemple, où voilà, ces Français qui n'ont pas franchi l'international. Des relais internationaux. Donc relais internationaux, c'est fondamental. Si t'es muséable et plus de 50 000, mais que français, en termes de valeur potentielle, t'as quand même une limite qui est là. Qu'est-ce que j'oublie ? D'ailleurs, des Français à plus de 50 000 euros qui ne sont qu'en France, il y en a très peu. Ouais. Très peu. Et ce dont tu as parlé tout à l'heure, je sais pas, un César, ça se vend pas plus que ça? Alors si, les grosses pièces de César valent plus de 50 000 euros, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des artistes qui sont très établis. Il y en a relativement peu, en fait. Il y en a relativement peu. Et donc... Par rapport au nombre d'artistes, il y en a relativement peu. Et comparativement aux grands artistes impressionnistes des années 1870, 1900, 1920, 1930, qui peuvent avoir des millions d'euros, en fait, les grands artistes français, ça va être Yves Klein, ça va être Simon Taille, Pierre Soulages, Daniel Buren, et puis Martial Reis, et puis il n'y en a pas beaucoup d'autres. Préférer la peinture, quand même. Ouais. Voilà, donc moi, c'est vrai que tu vois, dans les gros mouvements actuels, moi, mon plus beau, ma plus belle, en tout cas une des plus belles qui me plaît le plus, parce que j'adore ce qu'il fait, et c'est vraiment là pour le coup un coup de cœur, mais c'est un JR, tu vois, et c'est vrai que c'est une photo. Bon, JR, il a une cote monstrueuse quand même. Mais le propos de JR, c'est pas un photographe. C'est vrai. C'est de la photo, mais c'est de l'art contemporain. Tu vois cette nuance, ça se monnaie sous forme de photo, mais le projet, le propos n'est pas la photographie. Okay. Le projet, c'est l'installation. Le projet, la photographie devient un moyen. Tout à fait. C'est ce qui me fascine dans son travail. Après, la reproductibilité dont tu parles tout à l'heure, elle existe aussi. Mais très bien. Et donc voilà, on a quelques bases assez solides pour se lancer avec, une fois qu'on a tout ça. Idéalement, si on coche toutes ces cases avec... on devrait pas complètement se foirer. Il y a un ou deux, je sais pas moi, chouchou que tu as en ce moment dans ces... peintres ou de ces choses comme ça, où tu dis là en ce moment, si je devais t'en citer 2 ou 3, moi j'aime bien particulièrement un tel et un tel. Ouais, je pense beaucoup aux années, effectivement, aux artistes des années 80, les artistes postmodernes qui ont pris en compte tout le travail minimal des années 60-70, pop des années 60, qui ont fait une synthèse de tout ça, qui l'ont mélangé à de l'informatique et la disparition des grandes idéologies dans la seconde moitié du XXe siècle. Je pense à des artistes comme Peter Halley, qui sont des artistes fondamentaux dans l'histoire de l'art, qui connaîtront une rétrospective au MoMA. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter entre 30 et 70 000 euros. Vous pouvez acheter déjà des beaux petits tableaux. Et à 100 000 balles, vous avez un super beau tableau. Comment j'écris Halley? H-A-2-L-E-Y. Peter Halley. Ok. C'est grand, c'est beau, c'est plastique, ça fonctionne hyper bien. Bon, voilà. Et vous avez des rétrospectives dans le monde entier de cet artiste. Là, tu m'as donné envie déjà. Bon, bah voilà. On en a un. Si je te demande à toi, Arnaud, ta martingale à toi. Alors, c'est peut-être Peter Halley. Hein, ouais, Peter Halley, ça peut être dedans.
Ouais. Ma martingale, on regarde beaucoup des artistes dans les années 80 qui se sont engagés dans la peinture. Des gens comme Penck, par exemple, A.R. Penck, P-E-N-C-K. En fait, les années 50 et début 60 voient triompher l'expressionnisme abstrait américain. Les années 60 voient triompher le pop art. On a Warhol, Lichtenstein. Warhol ouvre la Factory en 1964. On a les années 70 qui voient triompher l'art minimal, l'art conceptuel. Et les années 80 qui, nécessairement, toi, moi, vont nous toucher parce qu'on est jeune, beau et dynamique et qu'on a été élevé en fait avec de cette génération-là. On est les enfants de cette génération-là. Qu'est-ce qu'on voit arriver ? On voit arriver aux États-Unis des Keith Haring et des Basquiat. Et on a en Allemagne des gens comme Kiefer, Baselitz, qui travaillent, et Penck, qui travaillent la peinture figurative depuis le milieu des années 60-70. Et des artistes comme Markus Lupertz ou comme A.R. Penck sont extrêmement sous-valorisés financièrement, bénéficient d'une notoriété auprès des institutions muséales qui est extrême. Il me semble qu'il y a un décalage entre la valeur artistique et la valeur financière. Et pour moi, c'est le bon moment d'acheter. Je suis en train de regarder ce que tu m'as... Mais c'est vrai qu'il y a en fait, c'est drôle parce que chez Peter Halley, il y a des trucs qui me font kiffer. Ah, c'est super beau, Peter Halley. Mais ça fonctionne très bien pour des gens, je veux dire, qui sont comme nous, en fait, qui nous ressemblent, qui ont entre 30 et 50 ans. Parce que c'est pop, c'est beau, c'est plastique, c'est des grands formats, c'est hyper représentatif. Ça fonctionne hyper bien. Et puis, il y a une logique de se dire, finalement, si ça fonctionne hyper bien, peut-être que des gens qui ont 20 ans de plus que nous, ils le comprennent pas parce que, certains en tout cas, mais il y a un truc où tu te dis, comme les gens comme nous commencent à avoir peut-être de l'argent maintenant, ils en auront encore plus dans 10, 15, 20 ans. Finalement, si je l'achète maintenant, il y a une forme de logique parce que ça fera toujours kiffer les gens comme nous dans 10, 15, 20 ans, peut-être, ou encore plus. Mais si je crée un parallèle avec, par exemple, le marché de la bande dessinée, en fait, nos parents qui ont lu Pilote dans les années 60, dans les années 90-2000, ils ont commencé à avoir de l'argent. Le marché de la bande dessinée a commencé fin des années 90 dans des sociétés de vente aux enchères comme Tagen. Et aujourd'hui, c'est le fleuron des ventes d'Arcurial et on se retrouve avec des ventes de BD qui font plusieurs millions d'euros de produits. On peut se retrouver avec une planche de Hergé, de Tintin, on a marché sur la Lune, à 3 millions d'euros. C'est pas un problème. Ouais, voilà, écoute, merci Arnaud. C'était un épisode passionnant. Tu vas me faire venir vers toi avec 4 de mes potes pour acheter de le A.R. Penck et du Peter Halley, je pense. On va se réunir. Je peux te demander après, éventuellement, quand on fait ça, on peut te dire, toi, est-ce que tu peux, on vient pas forcément avec. Est-ce que c'est, j'ai remarqué ça. Est-ce que c'est un bon truc? Toi, tu peux aussi aller me chercher des choses si je te dis. En fait, c'est mon boulot. En fait, la plupart effectivement, moi, j'ai une visibilité, j'allais dire, qui est assez efficiente sur ce marché. C'est pas nécessairement l'expertise de mes clients. Donc, vous me dites, moi, j'aime tel type de pièce. On définit ensemble l'objectif à travers une lettre de mission. Et à partir de là, je cherche. Et puis un jour, je vous soumets quelque chose qui est susceptible de vous intéresser. Je vous explique pourquoi c'est une bonne acquisition, quel montant maximum il faut surtout pas dépasser. Et si on arrive à l'acheter en dessous, c'est que vous avez gagné. Et toi, tu prends une note d'honoraire, pas un pourcentage sur ça? Ouais, je prends des honoraires à l'acquisition et des honoraires sur votre performance. Ah, donc à la revente si jamais on vend plus tard. Exactement. Cool. Arnaud, c'était un super épisode. Je voulais le faire depuis longtemps. J'ai trouvé la bonne personne pour le faire. Merci. Arnaud Dubois. On te retrouve sur arnauddubois.com. On peut peut-être t'envoyer un mail quelque part ou je sais pas. Arnaud@arnauddubois.com. Voilà. On t'ajoute sur LinkedIn, partout, sur Insta peut-être d'ailleurs. Ouais, sur Instagram. Et très bien. Et puis merde pour la suite. Merci pour tout ça. Merci J'ai beaucoup. passé un très bon moment. Je suis chaud patate là. C'est relou à chaque fin d'épisode de la Martingale. Je suis chaud patate, mais je me suis mis à acheter là, ça y est, du Bitcoin, de typologie d'actions, plein de trucs, mais ça me fait bien marrer tout ça. Donc merci pour cet épisode chambé. À tous, je vous remercie de suivre la Martingale. Prenez contact avec Arnaud, au moins ça lui montrera que vous êtes dans les parages. Posez un petit drapeau là-dessus et voilà. Faites ça avec vos potes. Je pense que c'est une bonne idée, même si vous êtes jeune, parce que justement ça permet de rapprocher, de garder contact dans la durée. Et puis surtout,
abonnez-vous à La Martingale sur toutes les plateformes et partagez ces épisodes autour de vous. J'ai vraiment besoin de vos partages à fond, de votre soutien, des notes sur Apple Podcast, etc. Parce que ça permet de faire découvrir cet épisode et d'avoir des super invités comme Arnaud qui sont intéressés pour venir partager tout ça avec nous. À bientôt sur lamartingale.io. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.